Charlie Alpha en vue. Oh là là, le trésor. J'ai une étoile filante dans la main. Voilà. Voilà, c'est quoi ce truc? On dirait un geyser. Allez, bon voyage. 1, 2, 3. Je suis reporter, pilote, et je rêve de voler sur les traces des héros de l'Aéropostale. Dans les années 20, Mermoz, Saint-Exupéry et leurs camarades ont ouvert les premières lignes aériennes de l'histoire. En acheminant du courrier au péril de leur vie, ils ont fait de l'avion le plus formidable outil pour rapprocher les hommes. Aux commandes d'une machine à peine plus performante que les leurs, je veux survoler les mêmes paysages, voir comme ils ont changé, et au fil de mes escales, faire de belles rencontres. Aujourd'hui, je vais voler de Casablanca à Safi, avant de rejoindre Agadir, autre escale historique des lignes Latécoère. Une fois passé l'Atlas, j'irai faire une incursion dans les terres désertiques du sud marocain. Cap au sud vers Safi, je quitte exceptionnellement la côte pour admirer la campagne marocaine, sa terre rouge et fertile et ses vallons sinueux sculptés par les oueds. À mi-chemin se détache un fortin qu'a connu l'un des plus célèbres pilotes de l'Aéropostale. C'est la Kasbah Boulaouane. Boulaouane comme le vin du Maroc. Et Boulaouane, c'est aussi cette jolie citadelle du XVIIIe siècle qui aurait inspiré Saint-Exupéry lorsqu'il l'a vu en 1927. Ça l'a beaucoup impressionné. Et le dernier livre paru à titre posthume s'indiquait justement Citadelle. Citadelle est le seul livre de Saint-Exupéry qui n'évoque pas l'aviation. C'est un recueil de pensées philosophiques exprimé par un chef de tribu imaginaire que lui aurait inspiré un caïd local rencontré ici même, à la Kasbah Boulaouane. Et nous rejoignons maintenant la côte et la ville de Safi, qui était aussi une base de l'Aéropostale. En tout cas, un point de chute en cas de problème. Et ici, il y a beaucoup de colombophiles. Je ne sais pas si tu savais, Arnaud, mais sur les lignes de l'Aéropostale qu'elle est en Algérie, ils transportaient des pigeons avec eux dans les avions. Et en cas de pépin, en cas de panne ou d'accident, c'était les pigeons qui allaient prévenir. Ah non, je savais pas. Il y a 3 clubs de colombophilie à Safi, et Younes représente l'un d'entre eux. Younes, ça vous est venu comment, cette passion des pigeons? Alors quand j'étais petit, mon père, pour me faire plaisir, m'avait acheté 2 pigeons. Et il me les a ramenés, voilà, je les ai mis dans une petite cage. Et de là, ça a commencé. Et maintenant, vous en avez combien? Maintenant, j'ai une soixantaine de pigeons de reproducteurs et à peu près 150, 160 pigeons de course. Alors voilà les pigeons. Ceux-là, c'est les reproducteurs. Il y en a des pères de champions et des fils de champions. D'accord, c'est un peu comme pour les chevaux de course. On, fait on repère les meilleurs Voilà, et on fait, les fait se reproduire. on fait des collections de champions. Donc ça, c'est la base. Voilà. C'est Non, leur... Ça, c'est les pigeons de course. Là, on est bien d'accord, c'est ouvert. Oui, c'est ouvert. Il y a des pigeons dedans. Oui? Ils s'enfuient pas. Non, Ils restent là. ils restent là. Ils sont nés ici
Voilà, ils sont nés ici. Donc mais- c'est leur base. Voilà, même si on les lâche n'importe où, même à 1000 km, ils reviennent. Au Bercail, Voilà, à la maison. leur pays d'origine, c'est ici. Alors j'ouvre. Allez-y, Et qu'est-ce que je fais? vous sifflez, comme ça les pigeons sortent. Comment? Bon, voilà. Des scientifiques du monde entier cherchent encore à expliquer l'incroyable sens de l'orientation des pigeons voyageurs. Autant quand on est en ville, on les considère comme des rats volants et on les aime pas. Autant là, à les regarder voler en escadrille, on est émerveillé. Vous dites qu'ils reviennent toujours à la maison, c'est ça? Voilà. Pour être sûr que ce soit vrai. Oui. Je vous crois, hein, mais je suis journaliste, j'ai toujours envie de vérifier. Est-ce qu'on peut pas faire un petit test? On part, on en emmène un ou quelques-uns à, je sais pas, à 10 km. Oui. Sur l'un d'eux, je mets un petit message D'accord. que j'ai écrit. Et on vient ici pour voir s'il est arrivé. D'accord, Ok, pas de problème. ça Allez. marche. C'est beau ici. Bon alors, il faut que j'écrive un petit message. Oui. J'ai écrit le secret que le renard donne au petit prince. On ne Voilà. voit bien qu'avec le cœur. C'est ça. Voilà, et je serre. Ouais. Alors, je prends comme ça. Comme ça. Voilà. Pour lâcher de cette direction. Il a des chances d'arriver avant nous? Ah, bien sûr. Ouais. Parce qu'il va en ligne droite, vol d'oiseau. Allez, on va lui souhaiter bon voyage. 1, 2, 3. Alors Younes, dans quelle cage il faut le chercher déjà, ce pigeon, s'il est arrivé? Alors, le pigeon, il était ici. Pardon? Celui-là? Il était dans De ce côté-là? colombier. Ouais. Il avait une bague... Un porte-message un bleu. porte-message bleu. Oui. Et, ah, en haut. Voilà. En Vous haut, pouvez en haut, le je- chercher. Eh oui. Je vois le message. Attends. On ne voit bien qu'avec le cœur. Vous avez raison. C'est bien celui-là. Voilà. Et cette séquence a été tournée sans trucage, pas vrai? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je le jure. Allez, on sort. On est un peu secoué parce que on passe l'Atlas et bientôt le désert qui était à l'époque de l'aéropostale peuplé de tribus hostiles, les morts, qu'on appelait aussi les dissidents, qui ne se privaient pas lorsqu'un avion atterrissait en catastrophe parce qu'il y avait une panne, eh bien, ne se privaient pas de tuer son équipage ou de les prendre en otage. Beaucoup de pilotes très connus comme Mermoz ou Saint-Exupéry doivent la vie à des héros beaucoup moins connus qu'eux, qui sont des gens qu'on a engagés pour faire les intermédiaires. Et je vais rencontrer Lassen qui va me raconter l'histoire d'un de ces héros très discrets. Charlie Alpha en vue, autorisé à l'atterrissage piste 28 dernier vent, 250 degrés 06. Lassen Roussafi est un passionné d'histoire et il m'attend sur l'ancienne base aéropostale d'Agadir. Il veut réhabiliter la mémoire d'Abdallah Ben Mohamed, mort dans l'oubli en 1976. Cet interprète infirmier a pourtant risqué 12 ans de sa vie en accompagnant les pilotes dans le ciel du désert. Bonjour. Bonjour. Lassen, Oui. je suis Vincent. Ah, bonjour Vincent. Enchanté. Enchanté. Bienvenue à Agadir. Je voudrais que vous me parliez de
de ce personnage dont vous connaissez bien l'histoire, qui est un interprète. Cet interprète, Abdallah Ben Mohamed, il est intéressé quand on lui a demandé ce que tu veux travailler avec l'aéropostale. Et il a dit oui. Et il a volé avec... Il a volé avec 6000 heures. Il a fait avec 6000 heures de vol. 6000 heures de vol. Et avec 6 les 000 heures. Mermoz, les Avec les Syntex. Mermoz, tous les pilotes, il a nommé énormément de pilotes. Mais il risquait sa vie doublement. Il a tout le temps risqué sa vie. Il négociait avec des brigands. Oui. Et en plus, il volait des heures sur des avions qui avaient la fâcheuse manie de se cracher. Ah, absolument. Alors, il s'est craché 3 fois. 3 fois. 3 fois. Et la dernière, évidemment, quand il a une fracture de crâne, Ouais. et puis la main droite brisée, qui lui a fait aussi une paralysie d'un côté. Ne pouvant plus voler, Abdallah Ben Mohamed a dû quitter la poste aérienne. Et lui qui parlait arabe, français, espagnol, berbère et essani, lui qui avait sauvé des vies, s'est vu offrir une pension ridicule. Il n'a eu de consolation que l'amitié indéfectible des pilotes, qui lui rendaient visite dans sa maison juste derrière l'aérodrome. Voilà, alors on arrive. C'est où? Voilà, c'est là. Bonjour. Sa famille vit encore. Salam alaikum. Voilà, nous sommes chez l'interprète. Bonjour, Voilà, monsieur. Voilà le bien, fils de l'interprète. Enchanté. Voilà Mohamed. Mohamed, qui est le fils de Abdallah Abdallah Ben Mohamed. Ben Mohamed. إنك ماذا مدي شي عبد الله Qu'est-ce que c'est? sa valise. Ah tiens, moi je. Oh là là, le trésor. Alors voilà ce qu'il portait dans l'avion. Ah oui, c'est étonnant. Et tous ces papiers là. C'est- 20 mai, Casablanca, 20 mai 1924. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors c'est sa carte nationale. Sa carte nationale. Oui, dans le temps, c'était comme ça. Oh là là. Et enfin une photo. Voilà, je mets un visage Ah, sur le héros. ouais, le héros. Vous ressemble hein? إنك الوسك. Vous lui ressemblez plutôt. Ah, qui est l'Ouest. Il a hérité le nom que lui a donné Mermoz. Mermoz, il l'avait appelé Negro. Parce qu'il avait un ami pilote qui s'appelait Negrin. Negrin. Et aujourd'hui, il portait sur leur livret d'état civil ce nom Negro. Ah bon, vous vous appelez Negro? Oui. C'est votre nom de famille? Ouais. Votre nom de famille vous a été donné Donné par Mermoz. Oui. Negro. Negro, ah oui. Negro. Oui. Bravo ça. Abdallah l'interprète était aussi musicien. Et ses petits-enfants ne me laissent pas partir sans un aperçu de ce que devaient être les soirées animées des pilotes et de leurs compagnons de voyage. Oh la vache, c'est quoi ce truc? On dirait un geyser. Là, c'est les vagues qui explosent, non? Ouais, mais on dirait un geyser. La terre aride et la mer unissent ici leurs forces pour offrir aux aviateurs un spectacle magnifique. Sous mes ailes défilent les arches de l'Exira. Et je comprends à quel point, il y a 90 ans, ce même vol a pu marquer la sensibilité du pilote écrivain Saint-Exupéry.
réfléchissant, il y a beaucoup de choses qui ont inspiré l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry dans ce pays. Le Petit Prince, par exemple, le petit garçon qui habitait sur l'astéroïde P612. Et Antoine de Saint-Exupéry en aurait eu l'idée en voyant les météorites tomber du ciel dans le désert marocain. Et je viens de quitter le littoral pour aller vers le Sahara et rencontrer un monsieur passionné par ces trésors tombés du ciel. En route pour Guelmim. Le professeur Abderrahman Ibhi est un spécialiste des météorites. Leur présence probable dans cette zone lui a été signalée par un de ses élèves de l'université d'Agadir. Mais c'est quoi en fait une météorite? Les météorites, ce sont des roches extraterrestres. Alors la majorité des météorites, ils viennent des astéroïdes. Et de temps en temps, ils entrent en collision entre eux. Ouais. Et on a des fragments qui vont être libérés. Et de temps en temps, ils visitent la Terre. Donc je considère comme cadeau du ciel pour analyser. Cadeau du ciel. Oui, cadeau du ciel, c'est vrai. J'espère qu'on trouve des météorites aujourd'hui. Les météorites tombent partout sur la Terre. Mais on les cherche plutôt dans les déserts, glacés ou chauds. Sur la neige ou le sable, les pierres noires se distinguent mieux et elles s'altèrent moins. Il y a quand même des endroits dans le désert où il y a beaucoup de cailloux. Hein. Ah oui, ça c'est... Bien sûr, quand le désert est rocailleux, mieux vaut se munir d'un détecteur de métaux, car les météorites sont souvent ferreuses. Je peux essayer, moi? Oui, bien sûr. Et tu balayes horizontalement. Comme ça va? Oui, c'est très bien. Vincent? Vincent? Ouais? Viens, viens. Là, une roche bizarre. J'espère que... Celle-là, là? Non, non, c'est là. Ouais. C'est là. Je parle. Oh. Oui, peut-être que c'est une météorite. Forte chance que c'est une météorite. Vincent, tu peux regarder des petites boules, des petites sphères, des billes. Ouais. Ce sont des cendres. C'est la poussière solaire. Cette poussière a été regroupée par un phénomène appelé accrétion. Il donne des petites billes. Ouais. Et ces billes se regroupent entre eux pour donner une roche. D'accord. Puis après, une astéroïde. D'accord. Et lorsqu'on mesure l'âge, on trouve l'âge du Soleil. Parce que c'est la poussière qui était formée avec le Soleil. Surtout pour les... Ce petit morceau de caillou noir, là? Oui. Ça a exactement le même âge que le Soleil? Oui. L'âge, c'est 4 milliards 500 millions d'années. C'est les plus anciennes. On les appelle des chondrites. Alors, pour les trouvailles comme ça, il faut que je prends les coordonnées GPS de cette roche. Alors, 28 degrés, 22 minutes, 42 secondes. Voilà. Je mets une échelle, une pièce de monnaie, pour avoir une idée sur la taille. Je prends les photos. Ah oui, il faut une photo de la roche avec le GPS. Avec le GPS à côté. D'accord. Voilà. C'est la preuve. Voilà, c'est la preuve. Donc il faut que je prenne beaucoup. Donc tout ça, ça va sur une base de données internationale Oui, Meteorological Society. Ouais. C'est une filiale de la NASA qui s'occupe de météorites. Donc toute météorite trouvée par un scientifique, il faut qu'elle soit déclarée. Donc je peux prendre la roche, je vais regarder. Maintenant, on peut la prendre. Oui, prendre, voilà. Oui. On dirait un diamantaire. Mais là, il est encore bien conservé. C'est une belle trouvaille. Hein. C'est une très belle trouvaille. Oui, c'est... Vous êtes tout excité. Oui, c'est... Vous en avez vu des centaines, je suis sûr, et vous êtes encore comme un gamin. Oui, là, c'est les météorites, moi, ça... je considère comme mes filles. Hein. Ah oui, j'ai trouvé ma fille dans le désert. Alors, oui, c'est très bien. Alors, vous voulez regarder un petit peu? Oui. Il y a des sphères, là. Alors ça, c'est magnétique, ça? Oui, on va vérifier. Voilà un aimant, et ça colle. Et c'est un tout petit bout de caillou comme ça
qu'on voit briller dans le ciel. Voilà, ça c'est l'étoile filante. Un C'est si typique. petit truc que Voilà, ça, on le voit briller comme ça. C'est idéal pour l'étoile filante. J'ai une étoile filante dans la main. Voilà, voilà, tout à fait. Quand je vais raconter ça à ma fille. Oui, une étoile filante. C'est vrai. C'est vrai. Hein. Les meilleurs alliés d'Abderrahmane dans sa chasse aux étoiles filantes, ce sont les nomades, auxquels il a appris l'art de reconnaître les météorites. Les habitants du désert ont vite compris qu'ils pouvaient en tirer quelques subsides. Voilà. On est arrivé chez les nomades. Joli camp. Bonjour. Salam alaikum. Salam alaikum. Khair. Ah, comme ça. Il y a un autre monsieur là qui arrive aussi. Qu'est-ce que tu as dans la main? C'est quoi ça? Ah oui. Oui, Il en a trouvé une? Oui, oui. Oui, bravo. À l'œil nu, comme ça. Elle a une, oui, elle a l'habitude. Oui, Bravo, donc c'est félicitations. pareil. Félicitations. Salam alaikum. Couscous? Couscous. Ah, couscous. Les campements qu'ont connus les aviateurs tombés en panne dans le désert n'étaient pas toujours aussi pacifiques. On l'a dit, beaucoup ont été pris en otage, et certains même ont servi d'esclaves aux nomades du Sahara. Mais ce temps est révolu. Ici en tout cas. Et le vieil homme m'apprend à faire le thé, en levant haut la théière et en vidant plusieurs fois les verres pour éliminer le sable en l'emprisonnant dans la mousse. صوبتها مزيان مزيان صوبه مزيان واش تعطيه الكراد ديال الله يا ودي لا صوبنا كاع البراد الاخر مزيان tu as bien fait le thé, donc tu mérites le grade d'un nomade. Oh, oui. merci, je suis très honoré. Vous êtes un nomade du désert, moi je suis un nomade désert. هو واحد النوماد من دوك الهربانين ديزيرتي هو هربان هو هارب Couscous. Couscous avec يلا Couscous de chèvre. Oui. بسم الله بسم الله بسم الله. Et bon appétit. Merci. Choukran. ولك لا ياكل والو Vous savez pourquoi je voulais rencontrer un chercheur de météorites? Non. Parce que il y a un livre que j'adore qui s'appelle Le Petit Prince. Vous avez entendu parler? Oui, lorsque j'étais petit. Voilà, Antoine de Saint-Exupéry qui était aviateur et écrivain. Certains disent que c'est en voyant des météorites dans le désert marocain qu'il a eu l'idée d'écrire l'histoire d'un petit garçon qui habite sur un astéroïde. Astéroïde. Ah oui. En Espagne, comme ça, j'ai rencontré un astronome et qui a étudié longtemps un astéroïde qui ressemblait à la planète du Petit Prince. Il s'appelle Vesta. Vesta 4, ouais. Ah bon? Ben, j'ai un échantillon de te montrer. Ah bon? Oui. Oui, c'est très sérieux, oui. Un morceau de Vesta 4. C'est un météorite qui est tombé sur Terre. Oui, donc c'est la fameuse météorite de Tufassour. J'ai la nommée Tufassour. Et c'est une mésocédérite. C'est un morceau de Vesta. D'accord. Donc c'est une belle coïncidence, quoi. Et vous allez voir, l'astéroïde d'où vient cette pierre ressemble à la planète du Petit Prince. Vous connaissez le Petit Prince? بالعربية الأمير الصغير. الأمير الصغير. هو ذاك. سبحان الله العظيم. Dans le livre, son astéroïde s'appelle B612, je crois. Mais... Vous voulez lire un petit peu? ما شايفها بزاف. شوية. دهشتي عندما نرمي إلى إسماعي صوت صغير ويقطعني من رفدي عند مطلع الفجر ويقول لي من فضلك اسم لي خرفا فيما بعد
Vous savez quoi, je vous en fais cadeau. Comme ça, vous aurez le temps de le lire et de l'offrir à vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Et vous allez voir, c'est une très belle histoire. شكرا شكرا والله لا شكرا 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 شكرا. Je retrouve maintenant la côte. Et cap au sud, je vole vers les 2 dernières étapes marocaines de l'aéropostale. I can fly, I can fly. I swear I can touch the sky. I can fly, say goodbye. It's a breakout, but I swear I will be back, 'cause I can fly. Et voilà les premières dunes. Ça y est, le Sahara. Monsieur Vincent, vous êtes la bienvenue à Cap Juby, hein? Bienvenue chez Syntex. Et lui, petit garçon, il est monté dans l'avion avec Saint-Exupéry. Et le petit prince, c'était peut-être lui. Magnifique. Tu voles, toi. Je suis reporter, pilote, et je rêve de voler sur les traces des héros de l'aéropostale. Dans les années 20, Mermoz, Saint-Exupéry et leurs camarades ont ouvert les premières lignes aériennes de l'histoire. En acheminant du courrier au péril de leur vie, ils ont fait de l'avion le plus formidable outil pour rapprocher les hommes. Aux commandes d'une machine à peine plus performante que les leurs, je veux survoler les mêmes paysages, voir comme ils ont changé, et au fil de mes escales, faire de belles rencontres. En descendant vers le sud marocain, j'aborde maintenant la partie la plus dépaysante de mon voyage, le désert, en direction de Tarfaya et Dakhla, 2 anciennes bases de l'aéropostale qu'à l'époque on appelait Cap Juby et Villa Cisneros. Cette magnifique plage de sable blanc que l'on voit en dessous de nos ailes, eh ben c'est la plage blanche. Certains disent que c'est Saint-Exupéry qui l'a nommée ainsi. En fait, ce sont les conquistadors espagnols. Non, le vrai lien qu'il y a avec l'aéropostale, c'est que quand les pilotes apercevaient cette plage, ils savaient que la prochaine escale n'était plus très loin. Aujourd'hui, je suis particulièrement content parce qu'on se dirige tout droit vers Cap Juby. Et Cap Juby, c'est un endroit mythique, une base de l'aéropostale où Saint-Exupéry a été en poste pendant 1 an et demi, de 1927 à 1928. Et c'est là que le pilote a écrit son premier roman.
À l'époque des pionniers de l'aéropostale dans les années 20, il n'y avait pas de village à Cap Juby. Seulement un fort militaire espagnol. L'Espagne occupait alors cette région du Maroc et elle tenait des positions comme celle-ci contre la résistance armée des nomades du Sahara, qu'à l'époque on appelait la dissidence. C'était un point de chute idéal pour les aviateurs français, qui installèrent à côté du fort un hangar et quelques bicoques. À la place des installations de l'aéropostale, il y a maintenant une base de l'armée marocaine. Mais la mythique piste en sable est toujours là. Et Sadat, le monsieur aéropostale de Cap Juby, m'y attend. Vincent pour Sadat? Oui, Sadat, je t'entends très très mal. D'accord, j'ai voulu juste, même tu m'entends très très mal, j'ai voulu juste te dire, vous êtes la bienvenue avant d'atterrir à Cap Juby. Merci beaucoup, Sadat. On arrive, on arrive. Allez, très très bien. On vous attend là. Alors, je me pose enfin sur la piste de Cap Juby. J'en bafouille d'émotion. Hop là. Un peu de vent de travers, légèrement de travers. Très bien. Hop là. Hop là. Voilà. Monsieur Vincent, vous êtes la bienvenue. Hein? Bonjour. On fait comme ça au désert. Hein? D'accord. Vous êtes la bienvenue à Cap Juby. Hein? Merci beaucoup. Merci à vous. Hein? Vous êtes la bienvenue. Ça me fait vraiment plaisir d'atterrir à Cap Juby. Vous savez pas ce que ça représente pour moi. Enfin, vous doutez peut-être quand même. Pourquoi pas mal de pilotes me disent c'est comme le chemin de Compostelle pour les pilotes. D'arriver là, c'est comme la Mecque. Hein? Ouais. Cap Juby. Hein? On va y aller par là. J'imagine Cap Juby à l'époque. Les Breguet 14 arrivant à bout de souffle après une tempête de sable. L'isolement, la garnison espagnole et la menace permanente d'une attaque des dissidents. Le premier baraquement construit contre le fort, avec à l'intérieur ces cartes tracées à la plume par Joseph Roy, le défricheur de la ligne. Mermoz, en train de se reposer avant de reprendre l'air, et puis Syntex, qu'il a rencontré ici. Saint-Exupéry était chef d'aéroplace ici en 1927. Il devait assurer de bonnes relations à la fois avec ses voisins espagnols et leurs ennemis dissidents. Souvent, il est allé dans le désert négocier la libération de pilotes, prisonniers des nomades du Sahara. Sadat est fan de Saint-Exupéry. Mais jamais il n'a pu voir ce qui reste de la base que dirigeait son idole, car il faut pour cela pénétrer dans une caserne. C'est un ajout, celle-là, cette entrée. Exceptionnellement pour l'émission, les militaires vont nous ouvrir leurs portes. Ce qu'on voit ici, c'est exactement la maison Saint-Exupéry. Là, c'est la maison Saint-Exupéry. Ouais, je suis très content de la voir. Et c'est exactement comme on a dans les photos. Ah ouais. Ouais, c'est celle-là. Les avions étaient parqués là. Et les avions, ils étaient partout là. C'était pas construit à l'époque. Voilà, exactement. Donc là, on est exactement devant la maison Syntex. Voilà. Syntex, c'est les autres. Voilà, bien sûr, c'était la maison des pilotes, exactement. Toutes les pilotes qui arrivent quand ils arrivaient, ils se garaient là, il y avait les hangars. Voilà. Et après, ils allaient se reposer. Ils se reposent ici. Et là, bienvenue chez Syntex. Et là, voilà vraiment le... Génial. Voilà la chambre. Tu penses que c'est vraiment la chambre du responsable de l'escale. De l'escale. Exactement. Syntex accueillait ses camarades avec chaleur et Cap Juby était une escale joyeuse. Le reste du temps, il s'ennuyait un peu. Mais de cet ennui est né son premier roman.
Et tu crois qu'il a écrit Courrier Sud ici? C'est sûr, hein, sur des barrels ou bien des barrels d'eau. Et ce qui est émouvant, touchant, c'est que quand même, j'ai la photo de l'époque, c'est vraiment, je peux te montrer ça, avec la table, la radio là-bas, et le petit lit, tu vois. Ouais. T'es ému, hein? Ah oui. On a de la chance. Entre le fort et la mer, une stèle rend maintenant hommage aux pionniers de l'aéropostale. Alors là, c'est... Ça, c'est le Breguet 14. Ça, c'est le Breguet 14, c'est la stèle de Breguet 14, c'est en bronze. Je pense que le Petit Prince a un rapport un petit peu particulier avec Cap Juby quand même. Hein. Ah oui? Parce que le rencontre entre Saint-Ex et le Petit Prince dans le livre, c'était sur une dune. Hein. Ouais. Et quand on pose la question sur la relation de Saint-Exupéry avec les dunes, il n'a que 2 expériences avec le désert. Une en Libye, c'était un accident de 3 jours, c'est pas grand-chose. Et après 18 mois ici à Cap Juby. Donc c'est possible que c'est là où il a eu l'inspiration d'écrire Le Petit Prince. C'est pas rien, hein? Voilà. Allez, attention, j'essaye. Il y a beaucoup de jeunes à Cap Juby, qui s'appellent maintenant Tarfaya et comptent 6000 habitants. Bonjour Mohamed, qu'est-ce que Dans les années 20, il n'y avait ici que les nomades de passage et leurs enfants. De petits gardiens de chèvres, amusés et intrigués par ces hommes blancs et leurs engins volants. L'un d'entre eux vit encore à Tarfaya. Il s'appelle... Béchir. Ouais, Béchir, ouais, il s'appelle Béchir. Et Béchir, alors? Voilà, Béchir. Il était enfant? Oui, il était enfant à l'époque de l'aéropostale, ouais. Et il a connu... Assalamu alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam Béchir. Je peux m'asseoir? خليني نقعد في بالك انت. ينبغي دوم انا نقال بشير ولد محمد ولد احمد مولود fils de Mohamed, fils de Mohamed Mouloud. Et vous aviez quel âge à l'époque de l'aéropostale? 12 ou 14 ans. Quel souvenir vous avez de cette époque? منين تفقد ذيك المرحلة؟ تفقد يا البشير؟ Des pilotes. On a fait un tour, il dit. On a fait un tour avec Saint-Exupéry. Il y avait un avion en panne. Ils l'ont réparé. Il fait un tour d'essai. Et lui, petit garçon, il est monté dans l'avion avec Saint-Exupéry. وانت ما حدك صغير كانت الطيارة مع Saint-Exupéry. والله ركبت معه سجلنا حاجة وإحنا معي السركزة. Avec des autres enfants. الله. Alors c'était comment? Racontez-moi. احنا عمل هي الطيارة وقال للدراجة أنا معاهم قال طلعوا يضربون. J'arrive pas à m'exprimer. C'était un bon moment. Ça, c'est arrivé comme ça. On était là. Il nous a dit, moi, avec des autres enfants. Et j'étais surpris, j'étais content. J'avais peur. نعرف عن نوع من المسائل وذبهم الأوروبيين والإنجليزيين والملكيين الطيارات. Il y avait du vent dans le ciel. Et après, on était tous dans le surpris. Comment il peut atterrir, comment il a atterri. Et on dit entre nous que les Européens, Dieu leur a donné des moyens incroyables. Des bateaux, des voitures, des avions, des technologies, des choses, la radio, les téléphones. Et pour nous, c'était toujours... c'est comme des étis, quoi. Des extraterrestres. Ouais. Et le petit prince, c'était peut-être lui? Ou le petit prince, هذاك الأمير الصغير اللي كتب هو الكتيب.
Possible, hein, je sais pas. Soutenu par des amoureux français de l'aéropostale, Sadat a monté un petit musée pour raconter cette héroïque épopée à tous les petits princes du désert marocain. Pour que le patrimoine de ce village du bout du monde ne s'envole pas avec le temps comme le sable des dunes. Hein? Le petit prince. Voilà. خلوا صعب تكلم ما يتسخرش لامك تكلم. Je pars demain et je vais dire adieu à mon hôte face à la Casa del Mar, cet ancien comptoir commercial au pied dans l'eau, construit par les Anglais à la fin du 19e siècle, devant lequel le pilote écrivain que nous admirons tous deux a dû souvent méditer. Une photo de cet endroit extraordinaire, avec la Casa del Mar derrière. Et voilà, bye bye, Cap Juby. On aura passé un bon moment là-bas. C'était sympa. On descend maintenant vers le sud. Prochaine étape, Villa Cisneros, comme on disait à l'époque. Aujourd'hui, Dakhla, au sud du Maroc. Et on va traverser pour ça le Rio de Oro, qui est une zone qui était la zone de dissidence qui était très redoutée des pilotes de l'aéropostale. Parce que voilà, c'était là qu'avaient lieu la plupart des crashs et des enlèvements. Et beaucoup d'entre eux ont perdu la vie ou ont failli la perdre. Là, juste en dessous, dans ces dunes. Génial. Oh là 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 là, le spectacle. Frôler les dunes comme ça. En cet instant de pur plaisir, je ne peux m'empêcher de penser aux pilotes de la postale. Quand le vent se levait, le ciel devenait jaune et se confondait avec les dunes, qu'à tout moment l'avion pouvait percuter. Et le moteur, étouffant de sable, chauffait et menaçait de rendre l'âme en plein territoire hostile. Tu imagines quand même, nous on fait ça comme ça pour s'amuser. Ils n'ont pas le choix. Il fait beau. De nuit. Et eux, de nuit, dans la tempête. Sans instrument. Sans instrument. Et ben, c'est moins drôle. Il fallait être fou ou il fallait être héroïque. Un peu des deux. Ils avaient une chance sur deux de parvenir à bon port. Et pour être sûr que le courrier arrive, les avions volaient deux par deux. Si l'un tombait, l'autre devait se poser pour le dépanner ou repartir avec le courrier. Ça n'a pas empêché Léopold Gourp de vivre l'enfer, en panne ici même en 1926. L'équipage du deuxième avion venu l'aider s'est fait tuer par des dissidents. Et Gourp, pris en otage et blessé, agonisa 22 jours sur un chameau et mourut peu après qu'on l'eût récupéré. Et voilà, tout au bout de cette langue de terre, Dakhla, Villa Cisneros à l'époque de l'aéropostale.
Dans les années 20, comme à Cap Juby, il n'y avait à Villa Cisneros qu'un fort espagnol. Aujourd'hui, c'est une ville de 60 000 habitants. Dakhla est l'un des plus grands ports de pêche du Maroc. Mais elle mise aussi sur le tourisme pour se développer, avec un aéroport flambant neuf, de nouveaux hôtels et une lagune très venteuse, idéale pour les sports de glisse. Regardez, on voit bien cette grande langue de terre qui avance dans la mer et qui crée une baie immense qui est en train de devenir un spot mondial pour le windsurf et le kitesurf. Tiens, regarde, il y a des types qui font du kitesurfing. Ils ont l'air de s'éclater. Là, il y a du vent, hein. Ouais, il est constant et fort. Je vais descendre rencontrer le kitesurfer qui le premier a découvert ce spot. Il s'appelle Rachid Roussafi et c'est l'un des meilleurs du monde. Certains l'ont appelé le fils du vent. Là voilà, c'est Rachid. Pas mauvais, hein? Il m'a donné rendez-vous pour une initiation sur une dune de sable blanc, bizarrement cernée par les eaux. Waouh! Salut Rachid! Ça va? Magnifique. Tu voles, toi? Ah va. C'est splendide. Comment elle s'appelle, la dune? La dune blanche. La dune blanche. Elle est étrange, cette dune, d'ailleurs. Ouais. Bah, Elle est au milieu de l'eau. Elle est au milieu de l'eau, elle est entourée, comme on voit, elle est entourée d'eau. Et puis, c'est une dune qui ne bouge jamais. Ah bon? Il y a quelqu'un, d'ailleurs, un Marocain qui a fait l'école des mines de Paris, qui a fait sa thèse sur cette dune. Pour essayer de comprendre pourquoi c'est la seule dune qui ne bouge pas. Ouais, et puis elle doit se déplacer, il doit y avoir une dune derrière qui doit lui fournir du sable. Il y a l'eau autour qui normalement favorise l'érosion, donc elle doit disparaître celle-là. Elle est toujours là, et puis elle est magique de l'autre côté. D'ailleurs, on s'amuse beaucoup à sauter de la dune, pour sauter dans l'eau et tout ça. Ah. Tu crois qu'à la fin de mon micro-stage, je vais pouvoir faire ça? On va essayer. On va essayer. J'adorerais. On met le casque. Ok. Au cas où tu as envie de voler. Oui, j'ai envie de voler, mais... Ok, comme ça tu te sentiras en sécurité. Tu viens. Ok. Pour toi, je vais essayer de te mettre le minimum de puissance. Bah c'est gentil ça, merci. Ouais. D'accord. Pour un début, je préfère. Alors, mets-la à 11h. Mets-la à 11h. Et là, tu reviens à midi. Hop. Voilà. Vas-y à 11h. Ok, allez, 1, 2. Et tu tires sur la barre. Lâche la barre, là. Génial. Voilà, tu voles. Le problème, c'est pas de savoir voler, c'est de savoir atterrir. En fait, mon objectif, c'est de sauter de là-haut, là. Tu sais pourquoi? Oui. Parce que dans Le Petit Prince, qui est mon livre préféré, il quitte sa planète, son astéroïde, tiré par des oiseaux. Ça, à la place de ton aile, il y a des oiseaux. Ouais. Voilà, et ça me fait vraiment penser à ça. Voilà. Mais si je peux pas le faire, toi tu peux peut-être le faire. Je pourrais essayer, je peux essayer. Ah, je veux bien. Allez, à tout.
Quand sous le ciel embrasé le sable s'assombrit, quand le désert frissonne et appelle la nuit, la chaleur alors vient des hommes. Et la dernière image que j'emporterai de ce voyage sera celle-là. Le chant envoûtant et chaud des hommes et femmes du Sahara. Une rencontre sans un mot, simple, forte, que je n'aurais vécue si des ailes ne m'y avaient porté. Pour que des millions de voyageurs empruntent aujourd'hui des lignes aériennes, il a fallu que des pionniers les ouvrent. Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupéry sont les plus connus, mais ils furent des centaines. Et bon nombre y laissèrent la vie. 120 pilotes et mécaniciens sont morts pour qu'existe la ligne Toulouse-Santiago du Chili. Un tous les 100 km. Faite de sacrifices, de courage et d'amitié, l'épopée de l'aéropostale est une aventure humaine et humaniste. En transportant des messages, puis des passagers au plus loin et au plus vite, elle poursuivait un but noble. Effacer la distance qui nous sépare les uns des autres. Nous avons décollé. Ouais, on est en l'air. Liberté. La légende raconte que ce drapeau, déployé au cours d'une bataille, aidait les MacLeod à la gagner. Venant de San Diego, vous étiez plutôt censé faire du surf, pas de la cornemuse. Le Loch Ness. Loch Ness, le célèbre Loch Ness. C'est une occupation intéressante. Inspecter les profondeurs du lac. Alors on essaie un amérissage. Allez, essayons. Je suis reporter, mais comme eux, je suis aussi pilote. Au nom de notre passion commune, je leur ai demandé de m'emmener survoler leur région, leur pays, de partager les commandes et de me servir de guide. I can fly, I swear I can touch the sky. I can fly, say goodbye. It's a breakout, and I swear I will be back, 'cause I can fly. Aujourd'hui, je vais survoler le nord de l'Écosse en commençant par Skye, la plus grande des îles Hébrides. J'y visiterai un château de légende à Dunvegan avant de rencontrer un maître de la cornemuse à Armadale. Et puis j'irai faire un tour à Drumnadrochit, saluer le plus célèbre des monstres. Allez, décollage dans un instant, depuis Oban. Oban, c'est un charmant port d'où partent les ferries vers les îles de l'Ouest écossais. Mais aussi une halte de choix pour les aviateurs. Son petit aérodrome est idéalement placé pour visiter du ciel cette splendide région. Mon copilote et guide aujourd'hui s'appelle Hamish Mitchell. Il a 48 ans, il est contrôleur aérien et pour lui voler c'est aussi important que de respirer. C'est un Écossais pure souche, épris de liberté, à tel point qu'en 2005 il s'est offert ce superbe hydravion. Alors, un hydravion c'est pas un avion comme les autres, ça ne se pilote pas pareil. Il a dû apprendre, il est même devenu instructeur et à son tour il va m'apprendre à piloter cet engin tout en visitant son merveilleux pays. Salut Hamish, comment ça va? Bien et toi? Bien, merci. Ça va? Ça va. C'est ton avion. Alors pourquoi tu as choisi un hydravion? C'est la liberté. La liberté de voler. En Écosse, il y a tellement de lochs à explorer que c'est le meilleur moyen pour combiner le vol, l'eau des lochs et les paysages. Alors, voilà la carte. Ouais.
Nous sommes à Oban et nous allons nous diriger vers le nord-ouest, jusqu'à Skye, et on s'entraînera dans les environs en atterrissant sur des lochs à Skye. Et puis nous reviendrons par l'est jusqu'au Loch Ness et retour à Oban. Ok, parfait. Une bonne première leçon. Une merveilleuse première leçon. La meilleure leçon possible. Et c'est parti. Qu'est-ce que c'est? C'est ton gilet de sauvetage. On a vraiment besoin d'un gilet de sauvetage? Oui, dès que tu atterris sur l'eau, tu en as besoin. Tu peux prendre celui-là ou celui-ci. Ah, je préfère celui-là. Hamish voulait être pilote de chasse, mais sa vue ne lui a pas permis de réaliser son rêve. Sa passion, il l'a sans doute héritée de son père, un héros de la Royal Air Force lors de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, nous sommes en l'air. Ouais, on est en l'air. Liberté. Est-ce que tu veux passer le pont de Skye, là-bas? C'est le pont de Skye. Ah, le pont de Skye. Il a été construit quand? Il y a 15-20 ans, je crois. Ah, Skye n'est donc plus tout à fait une île. Alors, on se dirige maintenant vers l'île de Skye, qui est la plus grande île des Hébrides d'intérieur d'Écosse, 80 km environ. Elle doit son nom à une langue ancienne, dans laquelle Skye veut dire l'île des nuages. Ça fait référence certainement aux hautes montagnes qui sont sur cette île, qui ont toujours la tête dans les nuages. C'est un des lieux les plus visités d'Écosse avec Édimbourg et le Loch Ness. Jusqu'à ce que la couronne d'Angleterre y impose ses lois au XVIIIe siècle, le nord de l'Écosse, les Highlands, était régi par un système de clans. De puissantes familles dont le nom commençait par Mac se partageaient le territoire quand elles ne se le disputaient pas en de sanglantes batailles. Là, tu as le château de Dunvegan, juste au coin. Ah, Dunvegan. Dunvegan, c'est le château des MacLeod, le clan des MacLeod. Il y avait deux grands clans qui se partageaient le pouvoir sur l'île de Skye. Il y avait le MacDonald et les MacLeod. Et leur fief depuis 800 ans, c'est ce château qu'on survole actuellement. Et l'héritier du chef des clans MacLeod habite toujours ce château. Et on va aller le rencontrer. Il s'appelle Hugh. Même s'ils ont perdu leur pouvoir, les clans ont traversé les âges. On en dénombre aujourd'hui 168. Les Campbell, les MacLean, les MacDonald, les MacLeod sont les plus célèbres. Le film Highlander avec Christophe Lambert s'inspire d'ailleurs de l'histoire des MacLeod, dont le chef actuel a mon âge. Un jeune homme, quoi. Hello, Hugh. Vincent? Ravi de te rencontrer. Enchanté. Bienvenue à Dunvegan. Merci. Vous êtes donc un MacLeod, comme dans Highlander? Pas tout à fait. Je crois que Christophe Lambert incarnait une version plus fictive. Mais je suis le 30e chef du clan MacLeod, ici au château de Dunvegan, sur l'île de Skye. Waouh, je suis impressionné. C'est assez impressionnant, oui. C'est un héritage incroyablement important, très riche en histoire. Les guerres de clans, le sang, toutes sortes de conflits de clans et d'intrigues excitantes. Ce château est ici depuis 800 ans, et mon boulot consiste à le préserver pour les générations à venir. Pour entretenir ce monument de l'histoire du clan et de l'Écosse, les MacLeod n'ont eu d'autre choix que de l'ouvrir au public en 1933. Chaque année, 100 000 visiteurs viennent admirer les reliques de la famille de Hugh, qui va maintenant me faire l'honneur d'une visite privée. Bienvenue dans l'entrée principale du château de Dunvegan. Merci. Ici, en haut, le taureau est entièrement lié à la devise du clan MacLeod. C'est l'histoire de Malcolm, notre 3e chef. Il se trouvait à Glenelg et était sur le chemin du retour avec ses hommes lorsqu'il en a été séparé et qu'un taureau sauvage l'a attaqué.
Et ses hommes ont crié « Tiens bon, MacLeod, tiens bon !» tandis qu'il se battait avec le taureau. Et il saisit la dague qu'il avait dans sa chaussette et il tua le taureau. Et c'est pourquoi notre devise est aujourd'hui « Tiens bon ». Ah, tiens bon, MacLeod. C'est ce que nous faisons depuis 800 ans, tenir bon. Et nous continuons à le faire. Je voulais vous montrer. Ah, ça doit être la corne. C'est la corne à boire de Rory Moore, l'un de nos chefs les plus célèbres. C'est un objet très important, fabriqué avec la corne d'un bœuf. Cette tradition est liée à la légende de Malcolm, notre troisième chef qui a tué ce taureau quand tout le monde lui criait « Tiens bon », notre future devise. Cette corne peut contenir 1,5 litre de Bordeaux, soit l'équivalent de 2 bouteilles de vin. Et quand mon père célébra ses 21 ans, afin de prouver qu'il était un homme et qu'il était prêt à devenir le chef, il dut en avaler le contenu, sans reprendre sa respiration, sans s'arrêter, d'une traite. Il s'est beaucoup entraîné pour ça. Quand vint mon tour, j'ai pensé qu'il ne fallait pas le faire, pour ne pas mettre ma santé en danger, et je me suis dit qu'il serait sans doute plus raisonnable de faire ce dont Don Vegan avait besoin, à savoir réparer le toit, en étant sobre et pas ivre-mort. Bien, ce que je voudrais vous montrer à présent est la relique la plus importante que possède le clan MacLeod, le célèbre drapeau enchanté de Don Vegan. La légende raconte que ce drapeau, déployé au cours d'une bataille, aidait les MacLeod à la gagner. Donc, si le clan faisait face à une défaite, qu'il n'y avait pas d'espoir, la dernière chose qu'ils pouvaient faire était de brandir le fameux drapeau enchanté. Ils l'ont fait à 2 reprises au cours de l'histoire, alors qu'ils allaient être battus. Ils ont finalement gagné. Il faut aussi savoir que le magicien qui l'avait donné à mes ancêtres leur avait dit qu'il ne pourrait l'utiliser que 3 fois. La 3e fois, le clan MacLeod, son nom, sera effacé de l'histoire. Donc nous n'avons eu à le brandir que 2 fois, et je ne veux pas le faire une 3e fois. Je vais éviter. En gaélique, l'ancienne langue celte d'Écosse, Mac signifie « fils d'eux », et il y aurait aujourd'hui dans le monde quelques 6 millions de fils de Léod. Hugh n'a évidemment plus autorité sur eux, mais en théorie au moins, il demeure leur chef jusqu'à sa mort. Mais les autres MacLeod ne sont pas jaloux que vous viviez ici et pas eux? Eh bien, c'est un endroit magnifique. Mais je ne me vois pas comme le propriétaire des lieux. Je pense que je suis le maillon d'une chaîne qui remonte à 800 ans. Et je ne veux pas en être le maillon faible. Mon rôle à Don Vegan consiste à être le dépositaire de cette collection, à m'assurer que le bâtiment est préservé pour les générations à venir. C'est cela mon but. Et j'espère que j'y parviendrai. Peut-être avec l'aide du drapeau enchanté. Merci, ça a été un vrai plaisir de vous rencontrer. Merci, c'était un plaisir. Je retrouve Hamish pour continuer notre exploration aérienne de l'île de Skye et prendre sur un petit loch ma première leçon d'amérissage. Est-ce que je peux te poser une question, Hamish? Une question importante. Pourquoi tu as un canard dans ton avion? Un canard vol peut se poser sur l'eau, sur terre, et décoller aussi de la terre ferme. C'est le canard de ma femme, je lui ai piqué. Alors on est en approche finale à 120 km/h. 120. Retiens l'avion. Tiens-le, tiens-le. Tire la manette des gaz. Et quand l'avion lève le nez, tu tires bien à fond sur le manche. Ok, et maintenant on abaisse le gouvernail des flotteurs. Les gouvernails sont à l'eau, rentre les volets, et voilà, c'est un bateau. Et maintenant c'est un bateau. C'est simple que ça. Voyons voir si on peut tourner vers la gauche. Continue à tirer à gauche, continue, continue. Ok, tu veux redécoller maintenant ? Alors tu mets les gaz, le nez se relève, tu le tiens, manche en arrière. Il va s'élever une seconde fois et là, en haut de la vague, tu vas pousser jusqu'à ce qu'on glisse sur l'eau et à ce moment-là, à 100 km/h, boum, on est en l'air.
T'as besoin de quelle distance pour décoller? 400 mètres. Et on est en l'air, on décolle. Luke McLeod m'a raconté que son clan protégeait une famille de musiciens, les McCrimmon, qui étaient les spécialistes de la cornemuse et qui étaient des compositeurs renommés de ce qu'on pourrait appeler la musique classique de la cornemuse, de Pibor. Et je vais rencontrer là justement l'un des meilleurs spécialistes d'Écosse. Beaucoup de personnes jouent de la cornemuse? De la cornemuse? Oui, de la cornemuse. Moi, je n'en joue pas. Tu joues pas de cornemuse, mais t'as un kilt. Oui, j'ai un kilt, mais je le porte pour jouer au foot. La musique que vous entendez là, c'est celle de Decker. Il a 33 ans, c'est l'un des plus jeunes maîtres de la cornemuse en Écosse. Et pourtant, il vient de très très loin. Il vient de San Diego, en Californie. Decker Forrest a appris la cornemuse dès son plus jeune âge en Amérique et a intégré plusieurs groupes au cours de sa scolarité, des pipe bands. Adolescent, il a décidé de consacrer sa vie à cet instrument. Ça fait maintenant 12 ans qu'il a posé ses valises sur l'île de Skye, où il est devenu le spécialiste incontesté de la cornemuse. Bonjour Decker. Ravi de vous rencontrer. Enchanté Vincent. Alors, venant de San Diego, vous étiez plutôt censé faire du surf, pas de la cornemuse, non? J'étais en fait capable de faire les deux, surfer mais aussi jouer de la cornemuse. Cet instrument tient une place importante dans la vie de beaucoup de monde à travers la planète, particulièrement au Moyen-Orient. Il y a par exemple au Pakistan davantage de cornemuse que n'importe où ailleurs sur Terre. Vraiment? Mais ça vient d'où à l'origine? Nous n'en sommes pas entièrement sûrs, mais nous pensons que la cornemuse est née quelque part au Moyen-Orient, peut-être près de la bande de Gaza. Et à mesure que les gens ont commencé à immigrer en Europe, la cornemuse est arrivée avec eux. C'est un instrument de paysans, dont les bergers auraient joué. Son utilisation s'est considérablement développée en Écosse au cours des 16e, 17e et 18e siècles. Et comment se fait-il que l'Écosse soit devenue la patrie de la cornemuse? Je crois que cela tient à la merveilleuse campagne de promotion effectuée par l'armée britannique au 19e et 20e siècle. Partout où l'armée passait, à quelque endroit que ce soit dans le monde, il y avait toujours une cornemuse. Decker est parti se changer parce que vous vous doutez bien qu'il ne passe pas sa vie en kilt. Non, dans la vie de tous les jours, il est professeur ici, au Gaelic College. C'est un établissement où on enseigne la langue et la culture gaélique. Alors sa spécialité à lui, c'est l'histoire de la musique traditionnelle écossaise. Il a même écrit une thèse sur le sujet. Nous allons le retrouver dans la bibliothèque. Il y a des siècles, les Highlanders qui n'avaient pas les moyens de s'offrir l'instrument s'entraînaient sur un simple bout de roseau. La cornemuse faisait partie de leur identité. Et avant d'être récupéré par l'armée britannique, l'instrument a même été considéré comme séditieux. De nombreux clans écossais ont soutenu les tentatives de retour sur le trône des rois catholiques de la maison Stuart contre les protestants de la maison de Hanovre, alors au pouvoir. Après leur cuisante défaite à Culloden en 1746, le roi a rappelé aux rebelles qu'il était leur maître en cassant leur culture. À cette époque, peu de temps après la révolution jacobite, le kilt, l'habit traditionnel, a été interdit. Et bien entendu, jouer de la cornemuse était déconseillé. Quiconque était suspecté d'être un sympathisant de la cause rebelle pouvait être emprisonné, envoyé au bagne ou même tué. Mais très peu de temps après, les habitants des Highlands ont eu la possibilité de se réapproprier leurs costumes et leur musique nationale. La cornemuse est vraiment l'instrument national de l'Écosse. S'ils rejoignaient l'armée britannique, ils étaient autorisés à porter un kilt et à jouer de la cornemuse. Et donc, elle est très rapidement devenue un symbole fort de la culture écossaise.
C'est une légende que vous ne portez rien sous votre kilt? Non, il n'y a rien dessous. Mais t'inquiète pas, tout est en parfait état de marche. On arrive, oui, au château de Ellendonen. Il a été construit au XIIIe siècle. Ce château a été construit en 1936. 1936? Oui, il a été reconstruit. Reconstruit, entièrement. Refait, oui. Voilà, je viens d'apprendre, grâce à Amis, thank you, que ce château du XIIIe siècle a été entièrement refait en 1936. Et il a servi quelquefois de décor au cinéma, notamment le célèbre Highlander. Highlander, le film qui raconte l'histoire de la famille MacLeod qui habite dans un autre château, on l'a vu à Dunvegan. Voilà le Loch Ness. Le Loch Ness, le fameux Loch Ness. C'est assez émouvant pour moi, c'est la première fois que je le vois. C'est vrai qu'il est grand, il est immense ce loch. 38 km de long, il peut aussi être très profond jusqu'à 250 mètres. Y a-t-il peut-être un monstre? T'as déjà vu Nessie? Ah oui, souvent, très souvent. Souvent? Allez. Une fois, j'ai dû remettre les gaz quand j'ai vu Nessie se dresser au moment où j'allais toucher l'eau. Regarde le loch maintenant. Tu vois les moutons sur l'eau? Les moutons? Les vagues, de grosses vagues. Ouais. Tu parles des vagues ou des lignes, là, comme ça? Les lignes te donnent la direction du vent, mais ce sont les vagues qui sont dangereuses. Ok. Tu les vois au travers de notre route. La distance entre elles, on peut faire des bonds casser l'avion. Je veux pas mourir. Moi non plus. Alors on essaie un amérissage? Allez, hop, on essaye. J'accoste à Drumnadrochit, un village paisible jusqu'à ce que dans les années 30, la presse publie la première photo de Nessie, le monstre du Loch Ness. Une route fraîchement construite déversa une horde de curieux et de journalistes du monde entier, et depuis la Nessimania fait vivre le petit bourg. Elle génère aujourd'hui plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. La légende, qui remonte en fait au VIe siècle, a été l'objet d'enquêtes sérieuses. Et l'on croise à Drumnadrochit d'authentiques spécialistes. Hey Dick. Dick? Bonjour, ça va? Très bien, merci. C'est le célèbre sous-marin jaune des Beatles? Pas tout à fait. Il a été construit en 1969 pour les recherches faites dans le Loch Ness. J'ai travaillé avec eux cette année-là et j'ai été de ceux qui ont aidé à peindre cette machine. Ah oui, parce que vous avez participé aux recherches. J'étais effectivement un membre de l'équipe. Nous l'avons utilisé en 1969, mais j'y ai travaillé depuis 1967. Donc vous êtes la personne idéale pour me parler du monstre du Loch Ness. Je devrais pouvoir vous donner quelques informations, effectivement. Parfait, allons-y. Dick me raconte l'histoire de la photo qui a créé la frénésie en 1934. Le Daily Mail avait engagé un chasseur de gros gibier pour rapporter la preuve définitive de l'existence du monstre. Mais ce dernier les a escroqués en rapportant des moulages d'empreintes d'hippopotames. Le journal a dénoncé la supercherie et dénigré le chasseur qui a juré de se venger. Avec son beau-fils, il a construit un faux monstre qu'il a photographié sur le Loch Ness et s'est débrouillé pour que le Daily Mail publie cette photo sans savoir qu'elle venait de lui. Il aura fallu 60 ans avant de découvrir le fin mot de l'histoire, quand nous avons retrouvé l'homme qui avait construit la maquette, le monstre. C'est probablement du papier mâché. Il ne fait que 30 cm de haut. D'après Dick, l'artiste se serait inspiré d'un monstre aquatique vu 1 an plus tôt au cinéma, dans le film King Kong.
Photos et témoignages se sont multipliés sans jamais constituer de preuves scientifiques, jusqu'à ce que Dick connaisse son heure de gloire en filmant le monstre durant 40 secondes en 1967. Des analystes de la Royal Air Force ont estimé que cette chose mesurait 2 mètres et avançait à 8 km/h, mais n'ont pu déterminer ce que c'était. Alors finalement, vous savez ce que c'était ? Je pense que c'était vraisemblablement un groupe d'oiseaux. Je sais, ça n'est pas très enthousiasmant. Comment se fait-il que même la Royal Air Force n'ait pas reconnu des oiseaux ? Ils ne sont pas spécialistes en canards. Bien sûr. Mais comment se fait-il qu'autant de gens soient persuadés d'avoir vraiment vu Nessie ? Bien, ils voient des choses qu'ils n'arrivent pas à identifier. Et comme on est au Loch Ness, ils se disent que c'est Nessie. Nessie est la réponse par défaut à tout ce que vous voyez sans clairement le distinguer. Aujourd'hui, avec son complice John, Dick balade les touristes avides de mystère sur le loch. Salut John. Et au cas où, il continue d'explorer le fond avec un équipement, disons, artisanal. C'est l'une des caméras qui va essayer de filmer Nessie. Bon, je ne peux rien voir. La connexion est bizarre, ça doit être les piles. Maintenant, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de monstre ici? Non, je n'en suis pas si sûr, non. Mais je ne m'attends à rien en particulier. C'est une occupation intéressante, inspecter les profondeurs du lac. Parce que vous ne savez jamais ce que vous allez y trouver. Oui, ça se défend. Évidemment, Dick laisse planer le doute sur l'existence de la bête sur le dos de laquelle lui et le village se payent. Mais tout le monde aime les histoires et les petits souvenirs. J'ai un truc pour toi. Merci, c'est mon cadeau. Et voilà, on arrive à Oban. On est revenu à notre point de départ et ainsi se termine notre vol avec Hamish, mon nouvel ami. Merci Hamish. T'en prie. T'es vraiment sympa. J'espère que tu as appris des choses. I can fly, I can fly. I swear I can touch the sky. I can fly, I can fly, I can fly. I swear I can touch the sky. I can fly, say goodbye. It's a breakout, and I swear I will be back, 'cause I can fly. Allez, c'est parti. Il faut 3 ans pour élever un saumon. On les appelle les nénés du Jura. Oh, putain, Vincent, il y a la loutre là-bas. Tu veux essayer de faire une boucle? Oh oui. Je suis reporter, mais comme eux, je suis aussi pilote. Au nom de notre passion commune, je leur ai demandé de m'emmener survoler leur région, leur pays, de partager les commandes et de me servir de guide. I can fly, I can fly. I swear I can touch the sky. I can fly, say goodbye. It's a breakout, and I swear I will be back, 'cause I can fly. Aujourd'hui, je vais survoler le sud des Hébrides, les îles de l'Ouest écossais. Sur Lismore, je vais découvrir l'élevage des saumons, avant de rencontrer sur Islay l'un des meilleurs tisserands d'Écosse. Et puis, j'irai photographier la faune sauvage de l'île de Mull.
Décollage imminent depuis l'aérodrome d'Oban. Aujourd'hui, je vais voler avec Di Heather-Hayes, le genre de pilote dont on n'évoque plus l'âge, mais plutôt l'expérience. Il a commencé en 1963 dans la Royal Air Force avant de devenir instructeur et examinateur dans l'aviation civile britannique. Il a beau être gallois, c'est ici en Écosse qu'il est devenu une figure locale du petit monde des aviateurs et il sera un guide de choix pour visiter aujourd'hui le sud-ouest du pays à bord de son superbe petit avion rouge. Bonjour Di. Bonjour. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Il est splendide. Ah, vous aimez mon avion? Ah oui. Pourquoi vous vouliez un avion comme celui-ci, un avion de voltige? Parce que j'ai piloté un certain nombre d'avions acrobatiques. Et puis, il y a environ 20 ans, j'ai piloté celui-ci. Un Pitts S2 pour la première fois. Et je me suis dit que si j'avais un jour la chance d'acheter un avion, ce devrait être un avion de voltige. Comme vous pouvez le voir, il est très solide. Il y a ces tiges qui renforcent les ailes pendant le vol. Pour la voltige. Pour la voltige. Donc il est très solide. Très solide, en effet. Il n'est pas si facile à faire atterrir, mais il est très facile à piloter. Vous êtes un pilote, n'est-ce pas? Vous volez? Oui. Bien. Vous m'apprendrez à faire un peu de voltige? Oui, si vous voulez. Oui. Ah oui, je veux. Allez, allons-y. Il est vraiment tout petit. On dirait un jouet. Mais son moteur est très puissant et cet avion, conçu par l'américain Curtis Pitts dans les années 40, est l'un des appareils de voltige les plus prisés au monde. Ok, c'est parti. Celui-ci a servi dans la patrouille acrobatique de l'armée turque, avant que Di ne l'achète il y a 12 ans, pour fendre le ciel écossais. Pourquoi tu aimes voler en Écosse? Eh bien, le paysage est magnifique. La lumière change tout le temps au gré du soleil. Et cela donne une palette de couleurs incroyable. D'un jour à l'autre, les collines ont un aspect complètement différent. Ce que nous survolons actuellement, c'est ce qu'ils appellent ici une fish farm, une ferme à poissons. C'est là qu'on élève des saumons. Il y en a beaucoup en Écosse, hein? Des centaines. Vous mangez beaucoup de saumon en Écosse, non? Oui, mais je crois qu'il est surtout vendu à l'étranger. L'Écosse est le 3e producteur mondial après la Norvège et le Chili. Il y en a des centaines comme ça, le long des côtes ouest et nord de l'Écosse, me disait Di. On va descendre pour voir ça de plus près. Bonjour. Bonjour Vincent, ravi de vous rencontrer. Enchanté. L'Écosse exporte son or rose dans 64 pays et la France est son premier client. Peut-être ai-je déjà eu dans mon assiette un poisson élevé dans la ferme que je vais visiter, au large de la petite île de Lismore. Les installations que nous venons d'apercevoir d'en haut appartiennent au second plus gros producteur de saumon d'Écosse. Ils en ont 66 comme cela, répartis au nord et à l'ouest du pays. Et je vais visiter l'une de ces fermes avec Donald, qui est chef des opérations. Nous approchons maintenant des cages. C'est ça que vous appelez une ferme? C'est ce que nous appelons ici une ferme, oui. Ces cages circulaires s'enfoncent de 10 à 20 mètres dans l'eau de mer et sont placées dans une baie à l'abri des tempêtes. Chacune contient environ 20 000 saumons, nourris 3 fois par jour. Ce que nous faisons, c'est que nous élevons les poissons à partir de leurs œufs en eau douce. Et il faut 1 an pour qu'ils arrivent à cette taille. Après 1 année, ils sont transférés de l'eau douce à l'eau de mer, ce qui reproduit ce qui se passe dans la nature. Et ils passeront jusqu'à 2 ans ici.
pour atteindre un poids moyen de 5 kg. Donc il faut 3 ans pour obtenir un saumon. Oui, tout à fait. Donc 2 ans à partir de cette étape-ci du cycle. Vous pouvez me montrer? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits échantillons de nourriture élaborés à partir de ce qu'ils mangeraient dans la nature. Elle est transformée en granulés pour pouvoir nourrir les poissons plus facilement. Vous voulez essayer? Oui. Alors, comme ça. Vous avez déjà joué au tennis, vous? Vous avez remarqué? Regardez, les saumons sont tous surveillés 24 heures sur 24. Qu'est-ce que c'est, Donald? Ce sont des caméras placées dans les cages. Elles surveillent l'état des poissons. Elles vérifient leur niveau de stress, la température de l'eau. Et ils sont comment maintenant? Ils ont l'air bien. Ils vont bien? Oui, on est plutôt détendus et ils ont l'air détendus aussi. Et pourquoi est-il si important qu'ils soient détendus, pas stressés? Un animal stressé? Si vous stressez les poissons, ils vont automatiquement attraper des maladies. Leur croissance va ralentir. Ils vont arrêter de se nourrir. Ils seront plus susceptibles de grandir lentement. Et au bout de la chaîne, vous avez un produit de faible qualité. L'industrie du saumon emploie maintenant plus de 6000 Écossais comme Donald. Il y a 30 ans, la quasi-totalité des saumons que nous mangions étaient sauvages. Aujourd'hui, les 2/3 sont produits comme on vient de le voir. Mais pour être honnête, je ne sais pas bien faire la différence. À ta gauche, l'île de Jura. Ah, ça c'est l'île de Jura. Et là devant nous, tu peux voir les montagnes de Jura. On les appelle Paps de Jura. Les Paps de Jura? Qu'est-ce que c'est? Paps, c'est un terme écossais, gaélique, qui désigne les seins d'une femme. Ah! Les Écossais sont des poètes. On dirait bien une magnifique paire de seins, non? Ouais, c'est vrai. Tu prends les commandes un moment? Oui. Avec plaisir. Alors détends-toi un peu. Tourne à droite. Encore à droite. Ouais. Et puis à gauche. Voilà Farm Hill. À 12 heures. Ah oui. C'est ici que George Orwell a écrit son livre, 1984. Ah, un chef-d'œuvre. Il a vécu ici? Oui. La voisine de Jura, c'est l'île de Islay, qu'on surnomme la reine des Hébrides. On y arrive. Et maintenant, on va bientôt arriver à ta distillerie de whisky préférée. Ah. Kaolil? Oui, nous y sommes. Ok. Les whiskies single malt sont faits dans 4 grandes régions en Écosse. Et Islay est certainement sans aucun doute l'île où on trouve le plus de whisky. 8 distilleries, ce qui est beaucoup pour une petite île, mais c'est la spécialité de l'île. Et comme vous voyez, certaines sont les unes à côté des autres, le long de la côte. Toutes ces distilleries sont très anciennes. Et elles font tout un whisky assez particulier, très tourbé, très fumé, très iodé, et avec beaucoup de caractère. Et voici le port principal de l'île. Port Ellen. Et ça a été une distillerie aussi, elle a fermé. Je pense que c'est l'ancienne distillerie de Port Ellen. Et ça, la malterie. Cette grande usine-là.
Ouais, c'est l'endroit où on transforme l'orge en malt à whisky. On sent l'odeur de l'orge maltée dans la fumée. Et vous voyez certainement comme moi toutes ces petites taches blanches sur l'herbe, ce sont des moutons. On dit qu'il y en a plus que d'habitants en Écosse, 9 millions et demi. Les plus répandus ce sont les blackface, dans la tête et les pattes noires. Avec leur laine, on fait des tartans et le tweed. Le tweed avec lequel on fait les vêtements en tweed écossais. Ça se trouve juste à ta gauche. C'est la fabrique de Covell. Ah, c'est là, près de la rivière, avec un petit pont, oui. Il paraît que les plus grands chefs de clan ont fait tisser leur tartan ici. Et on m'a même dit que la famille royale fait partie des clients. On va descendre le voir. Le Islay Woolen Mill est installé depuis 1883 non loin du village de Bridgend. C'est l'une des plus anciennes fabriques de tissus d'Écosse. Originaire du Pays de Galles, Gordon Covell, son actuel propriétaire, l'a reprise il y a une trentaine d'années. Bonjour Gordon. Bonjour Vincent, comment allez-vous? Bien, merci. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Voilà l'ourdissoir qui sert à préparer les fils avant qu'ils ne soient tissés. Donc je commence par fixer le motif ici, et ensuite les fils sont tirés jusqu'ici, pour être liés les uns aux autres. Quand tout est prêt, nous les enroulons autour de ce rouleau qui se trouve par terre derrière vous. Ah oui. Impressionnant. Donc ça, c'est de la laine. Oui, de la laine. Nous utilisons principalement de la laine. Et occasionnellement, nous faisons des écharpes en cachemire. Vieille machine. Vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne? Ce métier à tisser a presque 100 ans. Et je l'ai programmé pour qu'il tisse ce motif, qui est 6 de rouge, 44 de vert, 2 de jaune, 44 de vert, 2 de rouge. Voilà la navette. La navette. Vous voyez? Elle se déplace d'un bord à l'autre, comme ça. Exactement. Et voilà. Ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inventée bien avant l'ordinateur, cette machine tisse pourtant automatiquement le motif, enregistré comme un programme, sur cette chaîne. À chaque modèle de tartan correspond une chaîne, assemblée à la main par le tisserand. Combien de temps il faut pour préparer la machine pour faire ça? Une demi-journée. Une demi-journée. Et donc, combien de temps il vous faut pour produire, disons, une centaine de mètres? Pour une centaine de mètres, une semaine. Une semaine. 4 jours. 4 ou 5 jours. Portés en étole ou en kilt, les tartans servaient à l'origine à distinguer par leurs motifs les habitants des différentes régions. Les puissantes familles qui régnaient sur ces régions, les fameux clans, les adoptèrent comme emblème. Quant au XVIIIe siècle, pour casser leur culture et asseoir son autorité, le roi d'Angleterre leur interdit le port du tartan. Il devint symbole de résistance passive. Jusqu'à ce qu'en guise de réconciliation en 1820, le roi adopte le tartan et choisisse ce motif, qu'on nommera Royal Stuart. À chacun son tissu écossais donc, et c'est très sérieux. Tous les motifs de tartan figurent sur un registre officiel et très ancien. Alors, tous ces motifs correspondent à des familles. À des familles, oui, oui. Principalement à des familles. Lorsque j'en porte un, c'est celui-ci. Oh, Gordon. Pas mal. 6500 motifs sont officiellement répertoriés, mais Gordon continue d'en inventer pour des familles, des entreprises ou des institutions. Alors, combien de modèles, de motifs vous avez? Moi? Aucune idée. Plusieurs centaines. Il n'y a pas de limite.
Non, tant que je suis là, nous pouvons continuer. Merci beaucoup, vraiment. Avec plaisir. Oh, j'ai entendu dire que la famille royale faisait partie de vos clients. C'est vrai? Oui. La plupart des membres de la famille royale sont venus ici. La reine, la princesse Anne, le prince Charles, tous sont venus ici. Et maintenant, c'est vous. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, le prochain endroit digne d'intérêt que j'aimerais te montrer est la grotte de Fingal. Là, tu peux voir ces formidables formations rocheuses. Les voilà. 1, 2 et 3. Et la dernière est la grotte de Fingal. On voit des grottes. On a surnommé les grottes musicales parce que on dit que l'écho des vagues résonne comme dans une cathédrale. Et dans la lumière du soleil, tu vois le phare d'Ardamurhan. Le phare de quoi? Ardamurhan. Ah, je serais jamais capable de prononcer ça correctement. Ardamurhan. C'est pas si mal. Il a été construit par Stevenson. L'écrivain? Non, son père. Il a été l'architecte de nombreux phares en Écosse. Et je pense que le haut du phare est perché à plus de 45 mètres au-dessus de la mer. Et si tu regardes en face, tu vas apercevoir le port de Tobermory. Tobermory est le village principal de l'île de Mull. Oui, exactement. Oh, mais vous parlez français. Les 2 tiers des 2600 habitants de l'île vivent ici. C'est un très joli petit port, assez typique, avec des maisons en couleur, comme vous le voyez. C'est le point de départ aussi de très jolies balades en bateau pour voir la faune marine très abondante ici. Et la faune de Mull n'est pas seulement marine. Havre de paix, Mull est de toutes les îles d'Écosse celle qui attire le plus les amoureux de la nature. Comme le photographe naturaliste Laurent Cocherel, un Français qui, depuis 18 ans, passe au moins un mois chaque année en Écosse. Laurent? Bonjour Aslan. Comment vas-tu? Très bien, merci. Bienvenue sur l'île de Mull. Merci beaucoup. L'un des animaux que Laurent vient chercher à Mull, c'est la loutre d'Europe. C'est un animal qui est assez compliqué à photographier dans son milieu naturel dans des pays comme la France parce qu'elle est nocturne, hein, c'est ça? Oui, elle est crépusculaire et nocturne. D'accord. Alors qu'ici, on la voit le jour. Eh ben, elle a la caractéristique de venir pêcher sur le littoral, donc elle s'adapte en fonction des heures de marée et elle peut venir en plein jour. D'accord. Alors c'est plus facile, mais c'est pas si facile que ça. Il y a un vrai travail d'enquête et c'est ça que Laurent va me montrer. On y va. Alors, viens voir, regarde. Tu vois, il y a un amoncellement de crottes ici, qu'on appelle des épreintes chez la loutre. Et ça montre qu'elle vient quotidiennement ici. Et alors, savoir repérer les endroits où passent les loutres, toi, ça te permet comme ça d'être bien placé et de savoir où les attendre, c'est ça? Ouais, c'est incontournable. Et attendre, être très patient, et surtout ne pas se faire repérer, donc ne pas se mettre dans le vent. Parce que la loutre a une vue très médiocre, ouais. Mais par contre, elle a une ouïe et un odorat redoutable. Ouais. Donc il faut vraiment tenir compte de l'orientation du vent. Nous allons marcher d'une planque à l'autre durant 4 heures, sans voir même la queue d'une loutre. Photographe naturaliste est sans conteste un métier de patience et de persévérance. Tiens, on va se poser parce que là on est à l'abri du vent. Il y a peu de chances de nous voir. Quelque chose? Oh putain, Vincent, il y a la loutre là-bas. Là-bas. Tu la vois? Elle est en train de nager. Ah oui, je la vois. Regarde.
On va attendre qu'elle plonge et on va s'approcher. Hop, c'est bon, viens. Tiens, si tu passes à l'eau, regarde. Incroyable, incroyable. C'est incroyable, elle est là. Je crois que tu as la veine du débutant. On a une chance incroyable. C'est une jeune loutre. Et elle est moins méfiante. Mais ça n'empêche, je t'avoue que c'est rare qu'on puisse l'approcher comme ça. C'est vrai. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors regarde, voilà, là, elle était quasiment sortie de l'eau. Hein. Ouais. Incroyable. Là, elle posait, là. Regarde. Là, elle pose. C'est presque une loutre de studio. Hein, quand on parle de la loutre en Écosse, les gens, les Écossais sont les premiers à être fiers d'avoir cet animal. Ils en parlent avec les yeux qui brillent. Ils sont fiers de leur faune et c'est ça aussi qui me plaît, c'est qu'il y a une alchimie entre la nature et les gens ici. Vive l'Écosse. Vive Merci l'Écosse. en tout cas. J'ai passé un super moment. Moi aussi, Vincent. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Là, tu peux regarder. Un tourbillon est en train de se former. C'est un tourbillon dangereux? Quand la marée est très forte et rapide, ça peut être très dangereux pour un petit bateau. Regarde-le, sur ta gauche maintenant. Tu veux bien me donner une leçon de voltige alors? Oui. On va commencer par la boucle. Ok. On doit être à 240 km/h pour que l'avion se retourne facilement. On est à 240. C'est parti pour une boucle. Au cours de la boucle, qu'on appelle aussi looping, je vais prendre 3 G et demi, c'est-à-dire que je vais peser jusqu'à 3 fois et demi mon poids. J'adore. Tu veux essayer de faire une boucle? Oh oui. Alors, 240 à l'heure. Laisse-moi t'apprendre le tonneau. D'accord. Ça te tente un renversement? Bon, un seul alors. On va à la verticale. La voltige est un exercice assez éprouvant. Un entraînement dure rarement plus d'1 quart d'heure. Et on redescend. Mais pris dans son élan, Dave va le faire durer un peu plus. Un peu trop même. Je crois que j'en ai assez. J'ai besoin d'une pause. Alors, ça t'a amusé? Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. I can fly, I can fly. I swear I can touch the sky. I can fly, I can fly, I can fly. I swear I can touch the sky. I can fly. Say goodbye. It's a breakout, and I swear I will be back, 'cause I can fly.